Bon, voilà, je crois que je t'ai tout livré. Ouais, le compte y est. Rations, munitions, pièces de rechange, il n'y a plus qu'à apporter tout ça aux unités. Mais t'as pas entendu la nouvelle? Les troupes ont avancé de 20 km cette semaine. Et alors, tu peux pas m'apporter tout ça en train jusqu'au front? Ah bah non, moi j'ai plus de rails à disposition, hein, ça s'arrête là pour moi. Ah, il va falloir que tu termines ça avec des chevaux et des mulets, hein. Enfin, si t'en trouves des disponibles. Mais rien que pour les 120 obus de l'artillerie lourde, il y en a pour 5 tonnes. Je peux plus rien pour toi. Oh non. Aujourd'hui, nous allons prendre la suite directe de l'épisode précédent dans la série sur l'année 1914 sur le front ouest, afin de parler des conséquences et des suites des opérations en Lorraine. On va donc se pencher sur la bataille de la Trouée de Charmes du 24 au 26 août 1914. Notre but est d'aborder les enjeux des lignes logistiques, ainsi que ceux de l'évolution de la place de la géographie dans l'échelon tactique ou stratégique. Les autres zones de combat du front occidental ne seront pas abordées, on va reprendre les troupes là où on les avait laissées. Je vous invite donc à regarder l'épisode précédent si ce n'est pas déjà fait. Petite note tout de même, la bataille de la Trouée de Charmes est assez peu commentée. Et malheureusement, j'ai pas pu mettre la main sur le dernier livre qui est sorti à son sujet, et j'en connais même pas la valeur historique. Aussi, le récit que je vais en faire est limité. On a une bonne idée de l'ensemble des mouvements, mais je vous invite à garder en tête cette limite. Bref, on reprend le 22 août, toujours avec les 1ère et 2e armées françaises contre les 6e et 7e armées allemandes. Suite aux défaites de Sarrebourg et de Morhange, les armées françaises se replient en désordre, mais pas en déroute. Les 22 et 23 août, les Allemands n'attaquent pas, tergiversent, permettant aux Français de se réorganiser et de préparer leur position. Du côté allemand, l'hésitation vient de la direction stratégique à donner à leur victoire. Pendant que l'enveloppement en Belgique progresse bien, les Français ont lancé une grande attaque dans les Ardennes qui a été franchement repoussée. On n'analysera pas cette bataille, mais retenez que du point de vue de Joffre, les deux ailes allemandes ont l'air fortes. Aussi, il cherche à les briser au centre par les Ardennes. Un mauvais calcul puisque les troupes allemandes sont en réalité 2 fois plus nombreuses que ce que ne le croient les renseignements français. L'attaque vire au désastre. Toujours est-il que pour les armées allemandes à l'est, une occasion unique se présente. Si les 6e et 7e armées parviennent à percer leur vis-à-vis, alors les forces françaises seront débordées sur leurs 2 flancs, en Belgique et en Moselle. La victoire en somme. Mais il faut pour cela l'autorisation du commandement central, qui n'arrive que le 22 au soir, faisant de la journée du 23 une simple journée d'occupation du terrain laissé par les Français. Un temps précieux qui va leur permettre de s'installer comme ils l'entendent dans un terrain qu'ils connaissent. Et pour le comprendre, on va devoir parler un peu fortification. Dans la région, 2 zones sont véritablement fortifiées. Autour de Toul, ce qui renforce la butte du Grand Couronné de Nancy en remontant la Moselle, et autour d'Épinal, fermant la frontière alsacienne en descendant jusqu'à Belfort. Vous remarquez un trou entre ces 2 zones, c'est la Trouée de Charmes. Cet espace est laissé délibérément sans fortification, afin d'attirer une potentielle attaque adverse. En effet, la région a pas l'air impressionnante comme ça, mais elle est très vallonnée. Elle a pas mal de forêts, et il y a des rivières assez importantes comme la Vesouse, la Mortagne, la Meurthe ou la Moselle. Les troupes françaises s'y entraînaient régulièrement en temps de paix, aussi pour cette fois, la région est bien connue. Autant de raisons qui font de cette région une fausse faiblesse du système fortifié français. D'autant plus qu'avec toutes les collines, c'est autant de positions potentielles de tir pour l'artillerie française. Et cette dernière étant mobile, elle peut changer de point de tir régulièrement, la rendant d'autant plus insaisissable. Autant en plaine ça n'a pas grand intérêt, mais dans une région vallonnée comme la Trouée de Charmes, chaque zone d'attaque peut être prise pour cible depuis plusieurs crêtes. De plus, la Moselle, sur laquelle se trouve Charmes, sert de dernière ligne de résistance et est en retrait par rapport aux points forts que sont le Grand Couronné au nord et les Vosges et Épinal au sud. Aussi, la 2e armée se déploie comme suit. 4 divisions de réserve, avec le renfort de Toul sur le Grand Couronné pour tenir la gauche, puis le 20e, le 15e et le 16e corps forment une ligne jusqu'à Gerbevilliers.
Lunéville a dû être abandonné, mais a servi au 23 août pour retarder les Allemands. Notons 2 divisions en réserve au niveau de la Trouée. Enfin, la première armée fait la jonction au sud avec les 8e, 13e et 21e corps. Dans cette situation, les Français ne savent pas encore par où les Allemands comptent attaquer. S'ils pensent effectivement qu'ils viseront la Trouée de Charmes, ils s'attendent à une attaque vers l'ouest par la 7e armée, tandis que la 6e couvrirait Nancy, d'où le dispositif de défense sur le Grand Couronné. Aussi, dans ce cas de figure, la 2e armée aurait à résister, tandis que la première attendrait une occasion de flanquer l'attaque allemande. Mais le plan adverse va être tout autre et on va devoir le décomposer petit à petit. Les Allemands suivent plus l'élan de leur victoire à Morhange. Les 3e et 2e corps bavarois poursuivent au sud, formant la droite allemande, tandis que le reste de la 6e armée, 21e corps et corps bavarois, font face à la jonction des 2 armées françaises. La 7e armée se déploie pour couvrir le sud et servir de gauche à l'attaque. Plutôt que de frapper vers l'ouest, ils frappent donc vers le sud-ouest, directement vers Charmes. La première armée est donc frappée directement et ne peut plus flanquer les Allemands. Par contre, ces derniers présentent une faiblesse bien plus dangereuse. Alors, on va prendre le temps d'analyser tout ça pour comprendre pourquoi cette manœuvre est une véritable erreur stratégique. Quand on regarde les zones de départ des 6e et 7e armées, on se rend compte que l'axe d'attaque du 24 août est très éloigné de l'origine de la 6e armée, là où il aurait plus été dans l'extension de la 7e. Cette observation se renforce lorsque l'on regarde les chemins de fer. Résultat, pour protéger ses lignes logistiques, la 6e armée doit étendre son aile droite sur une grande distance tout en forçant le ravitaillement à faire un détour. Et pour ne rien arranger, les Allemands n'ont fait que bloquer le fort de Manonvillers, qui s'avère justement avoir à sa portée le chemin de fer menant à Lunéville, rendant ce dernier inutilisable. Le résultat est clair, non seulement les Allemands ont une aile extrêmement faible, Ce qui se justifie parce qu'ils pensent que les troupes de la 2e armée ont été complètement brisées par leur défaite à Morhange, mais c'est pas le cas, donc bon. mais en plus ils sont dans l'incapacité de faire suivre la logistique ferroviaire. Les Allemands se condamnent donc à porter manuellement vivres et munitions sur plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui peut avoir des conséquences assez importantes, notamment pour l'artillerie lourde. Il nous reste à voir comment cela se passe. Le 24 au matin, l'attaque allemande est lancée, se concentrant sur la ligne Gerbévilliers-Blainville. Ce sont donc essentiellement les 8e et 16e corps d'armée qui encaissent le choc. Les combats sont rudes, les Français profitant de leur position pour exploiter leur artillerie, ce qui ralentit considérablement les Bavarois. Observant les mouvements allemands, les Français, avec l'aide de l'aviation, comprennent qu'environ 2 corps d'armée leur montrent leur flanc en ignorant Nancy. Ils organisent donc une attaque employant la grande division de réserve et une partie du 20e corps, et la coordonnent avec une poussée de la première armée pour diminuer la pression sur leur centre. L'attaque prend par surprise la droite allemande qui doit se replier sur Serres. Alors que les Allemands souffrent des plus grands maux pour se créer un soutien d'artillerie efficace, les Français, eux, exploitent le terrain à fond. Et pour le coup, ils gèrent leur effort. Loin de chercher l'attaque à tout prix, ils temporisent dans les zones chaudes et frappent sur les points faibles. Et les pertes allemandes sont importantes, ce qui ne les empêche pas de continuer. Le 25, ils insistent. Les Français ont profité de la nuit pour reculer leur artillerie au centre et encaissent l'attaque adverse doucement. L'effet de surprise est passé sur leur gauche qui doit lâcher du terrain, perdant Roselière. Mais ils parviennent à conserver leurs réserves. Mais l'effort allemand s'essouffle. On rapporte des carences de munitions sur le terrain, ils commencent à payer leur choix stratégique. Au contraire, les Français peuvent profiter des réserves de munitions des fortifications de Toul ou d'Épinal. Ils peuvent donc laisser leur artillerie tirer à toute balle et créer un feu très dense. À 15h, les 15e et 16e corps lancent une contre-attaque qui prend complètement de court les Allemands. Le 8e corps soutient cet effort, tant et si bien que les Français reprennent une bonne partie du terrain perdu la veille. Là, les Allemands ne tiennent plus. Ils n'ont aucune réserve et les corps bavarois ont pris beaucoup trop de pertes. Ils vont donc accepter de reculer et de se réorganiser sur la Mortagne. Dans le même temps, ils doivent réorganiser leur droite pour éviter d'être débordés. Du 26 au 29 août, les Français occupent le terrain jusqu'à la Mortagne au sud. Au nord, ils attaquent partout et remportent beaucoup de terrain. Ils échouent cependant à reprendre Lunéville et la forteresse de Manonvillers tombe le 27 août, libérant des forces allemandes. La bataille de la Trouée de Charmes est terminée et l'assaut allemand a été arrêté. Certains analystes soulèvent que la 6e armée aurait pu être complètement balayée en insistant sur sa droite.
Mais il faut prendre en compte que la deuxième armée en face vient de passer 2 semaines particulièrement difficiles. En fait, chacun des deux camps a bien encaissé. Ils ont tous les deux insisté, ils ont encaissé des pertes effroyables, mais à la fin, ils ont su quand même se réorganiser. Alors pour les Français, je trouve pas de chiffres, ça va un peu dans tous les sens, donc on peut garder en tête les 40 000 de la vidéo précédente. Et les Allemands ne sont pas en reste. Pour la 6e armée, du début de la guerre jusqu'à mi-septembre, Désolé, je peux pas faire mieux, mais ça donne une idée. on trouve 17 000 morts et 60 000 blessés. Disons que l'ordre de grandeur est comparable. On fera un point en fin de série, les chiffres mensuels globaux étant tout de même plus solides. Mais bon, on va se fixer sur l'idée qu'en fait les pertes sont comparables. Donc arrêtez avec ce pantalon rouge Garance qui faisait les Français des cibles faciles. Dans une guerre en terrain ouvert, à la merci de l'artillerie et avec des assauts de régiments entiers, le plus gros facteur, ça n'est pas la visibilité. C'est la nouvelle létalité du feu, la quantité d'obus tirés à la minute et au kilomètre carré qui explose, le nombre d'hommes engagés dans ces zones bombardées. Pas les pantalons. Bref, on va conclure la bataille tout de même en abordant ses conséquences. Si la bataille de la Trouée de Charmes peut être considérée comme un coup d'arrêt, elle ne fixe pas définitivement le front. En effet, cette défaite a bien sonné les Allemands, mais ces derniers considèrent qu'il est encore possible de briser la première et la deuxième armée, notamment depuis que Manonvilliers est tombé. Les Français de leur côté commencent à sérieusement reculer au nord et retirent donc des troupes de ce front dont ils n'attendent plus rien qu'une position défensive. Alors, c'est une question qui fait énormément débat en Allemagne, mais la bataille de la Trouée de Charmes a tout de même bien affaibli l'armée bavaroise. Du coup, quand on cherche à transférer 2 corps d'armée pour les envoyer face à des Russes plus rapides que prévu, finalement on les prend sur l'aile droite passée par la Belgique plutôt que sur l'aile gauche dont on attend une nouvelle attaque. Du coup, pour vous la faire vite, ce mouvement est considéré comme bien malheureux puisqu'il aura des conséquences directes sur la future bataille de la Marne que nous ferons plus tard. Du coup, on reproche après-guerre à Ruprecht de Bavière, chef de la 6e armée dite bavaroise, d'avoir mené une attaque désorganisée contre la Trouée des Charmes, forçant à affaiblir l'aile enveloppante plutôt que la sienne dont on n'attendait rien. Mais les enjeux de ce retrait de 2 corps d'armée semblent plus complexes. En effet, l'Allemagne est un pays unifié depuis une grosse quarantaine d'années. C'est pas beaucoup. Et parmi les gros morceaux, il y a la Bavière. Bien plus concernée par la France que par la Russie, la Bavière, Ruprecht, le prince héritier de Bavière, et la 6e armée, essentiellement composée de Bavarois, sont tous moyen chauds à l'idée d'affaiblir leur front. D'autant plus que ce serait pour envoyer des troupes sur un front qui ne les concerne pas et pour protéger l'ancien territoire de la Prusse. Aussi, il est tout sauf impossible qu'en réalité, il soit politiquement intenable d'envoyer 2 corps d'armée bavarois contre les Russes. Et dans cette situation, autant laisser les 6e et 7e armées au meilleur de leur forme pour tenter une nouvelle attaque, plutôt que de risquer un incident diplomatique qui aurait pu diviser l'armée. La deuxième attaque a donc bien lieu et se décompose en 2 axes de poussée. La Trouée de Charmes est désormais ignorée, la 6e armée attaque vers Nancy, menant à la bataille du Grand Couronné du 4 au 13 septembre, tandis que la 7e attaque dans les Vosges, menant à la bataille de Saint-Dié du 26 août au 12 septembre. Cette double bataille ne va pas donner beaucoup de résultats, les Français restent en position défensive et parviennent à encaisser assez longtemps. Les événements sur la Marne forcent les Allemands à se replier sur une ligne plus facile à défendre. C'est la fin des mouvements sur le théâtre de Lorraine et le front ne bougera pratiquement plus jusqu'à la fin de la guerre. Aussi, vous l'aurez compris, la bataille de la Trouée de Charmes, prise avec celle du Grand Couronné et de Saint-Dié, est un élément, bien que peu connu, essentiel pour la bonne tenue du front français à l'Est. En parvenant à organiser une défense puis une contre-attaque efficace, la première armée, commandée par le général Dubail, et la deuxième armée, commandée par le général de Castelnau, ont su stopper l'élan allemand. Une rupture au niveau de la Trouée de Charmes eût signé la fin de la capacité de défense française. Et encore plus quand on sait ce qu'il se passe sur le reste du front. Et par la suite, la bonne tenue du front durant la bataille de la Marne joue aussi son rôle dans la victoire française, mais ça on y reviendra. Mais que pouvons-nous retenir de cette bataille ? Eh bien, même s'il s'agirait de ne pas surinterpréter, vu le manque d'études à son propos, je voudrais ici vous introduire quelques remarques pour comprendre le renversement de 1914, je parle ici de logistique et de géographie. Bon, alors, ces 2 points sont toujours centraux militairement, hein. Oui, la question de ravitaillement, ça demande des routes,
Et toute armée se doit de prévoir ses mouvements en prenant en compte la géographie, la topologie, enfin, ça fait partie des évidences. Donc tout ça, c'est antérieur à ce conflit. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le changement d'échelle. On a déjà vu l'accélération logistique de la seconde moitié du 19e siècle, mais pour la Première Guerre mondiale, ça va encore plus loin. Si précédemment, on pouvait gérer temporairement un éloignement des lignes logistiques, la bataille de la Trouée de Charmes montre que ce n'est plus possible. Notamment du fait de la consommation de munitions et de l'importance des effectifs engagés, toute action d'une division se doit d'être soutenue par une logistique impeccable. Le front, l'armée, ne peut plus se permettre d'être coupé de l'arrière-pays et de sa production. Une relation que nous expliciterons en parlant de l'industrialisation du conflit. Les chemins de fer et les gares de déchargement deviennent donc encore plus vitaux. Chaque kilomètre entre la gare la plus proche et le front, c'est autant de retard du ravitaillement pour les troupes au combat. Et ces retards représentent désormais une perte de capacité de combat immédiate. Mais ce sera plus clair avec un exemple. Une batterie de 75 mm, c'est 4 canons, 3 pièces de munitions, de quoi entretenir le matériel, les hommes, les chevaux. Théoriquement, une batterie emporte avec elle 1248 obus, soit 312 par canon. Et quand on sait que la cadence de tir pratique, c'est 6 coups par minute, ça nous donne donc 52 minutes de combat effectif. C'est pas énorme, mais si on parle de la cadence de tir à fond des troupes entraînées, qui peut monter à 20 voire 28 coups par minute, là on tient même plus un quart d'heure. Le ravitaillement est donc bien une nécessité vitale, notamment pour les zones de combat intensif. Pour les Français, il se construit sur 3 échelons que je vais vous décrire. Au front, les canons se déploient, tandis que les caissons sont mis à disposition à côté. À 500 mètres, le groupe de 3 batteries rassemble ces caissons et peut les faire tourner en échangeant caissons pleins de l'arrière et caissons vides avec le front, en fonction de la consommation. C'est la gestion locale. Ensuite, c'est l'échelon corps d'armée qui organise un arsenal à entre 4 et 10 km du front. Il a théoriquement 189 obus par canon en réserve et gère les besoins de chaque groupe. Tout est fait par cheval. Les 189 obus sont bien insuffisants. Aussi, le corps d'armée doit-il rester lié au parc de l'armée, le dernier échelon. Ce dernier reçoit ce qui provient de l'arrière. Aussi doit-il se fixer autour d'une gare. Il crée des dépôts où les caissons vides sont apportés, puis remplis pour être envoyés aux arsenaux de corps d'armée. Encore une fois, la liaison est faite à cheval. Alors vous comprenez que dans cette situation, le cœur de l'enjeu, c'est l'arsenal de l'armée, le seul à être en contact avec les trains. Alors vous imaginez bien qu'en se privant d'une ligne de chemin de fer et d'un rail opérationnel pour Lunéville, les Allemands se sont mis dans une position délicate. Tout à coup, ce ne sont plus 15 à 20 km, mais plutôt 40 à 50 qu'il faut faire parcourir à cheval à des munitions qui font leur poids. Rien que les obus dans un caisson de canon de 75 mm, ça fait une demi-tonne. Bref, avant une crise industrielle de production des obus, on a bien une crise des derniers kilomètres de ravitaillement, qui ont certainement mené des batteries à ne plus du tout pouvoir tirer de la journée. Rendant des assauts peu soutenus, donc isolés, ou alors au contraire des défenses totalement intenables. Second point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'enjeu de la géographie dans le conflit. Bon alors, le concept est omniprésent. En général, avoir de bonnes cartes, connaître le terrain, savoir le renforcer, se déployer, c'est pas mal. La géographie, c'est au cœur de tout l'exercice militaire. Et forcément, un certain nombre de vidéos seront là pour aborder ces sujets d'un point de vue historique, comme l'apparition de la topographie, la cartographie ou la géostratégie. Bref, voilà, là je veux juste que vous ayez quelques éléments en tête pour la suite. Dans cette guerre massive, aux effectifs pléthoriques et avec une doctrine offensive, le tout accompagné d'une artillerie et d'une puissance de feu décuplée, chaque colline, chaque rivière devient un enjeu tactique et stratégique. Les espaces couverts par l'artillerie sont de plusieurs kilomètres carrés, et ça ne fait que renforcer son efficacité quand on sait qu'elle peut se placer sur n'importe quelle colline sans être détectable. Du coup, un comportement tactique de l'artillerie, par exemple tirer sur un régiment au loin, a des conséquences stratégiques pour l'infanterie. Le régiment n'est qu'en déplacement pour occuper du terrain. Il peut alors être contraint de changer de route, de se mettre à couvert. C'est une nouvelle échelle dans la variété des tirs de suppression qu'on peut appliquer. Le rôle des batteries se complexifie donc en fonction de la géographie qui mêle les échelles. Les canons peuvent interdire un passage par un tir dense, comme cela est fait à la Trouée de Charmes sur Roselière,
ou alors saturer des espaces, ou tout simplement soutenir une défense à courte portée. Les duels d'artillerie, de batterie et de contre-batterie ne se font plus sur le même champ de bataille que les combats d'infanterie. Les dimensions du combat augmentent. On y reviendra aussi un jour. De même, la masse d'infanterie, avec une puissance de feu non négligeable, a fortiori quand on y rajoute les mitrailleuses, passe son temps à alterner entre zones libres et zones de haute intensité. Une forêt qui cache un nid de mitrailleuse, une colline qui vous met tout à coup à portée de tir d'un régiment, un village. À tout moment, vous pouvez rencontrer un adversaire qui peut faire pleuvoir sur vous plusieurs milliers de balles à la minute. Les déplacements et la conquête des espaces doivent donc en permanence être menés en parallèle pour toujours pouvoir couvrir les autres régiments. Ce qui est de la plus grande difficulté à coordonner. En bref, la géographie multiplie les espaces de couverture ou les zones de libre passage, puisque la puissance de feu ne s'applique plus à 100 ou 200 mètres, mais à plusieurs kilomètres. On se retrouve donc à numéroter chaque colline, à faire d'un monticule d'une centaine de mètres d'altitude un nœud vital à conquérir de toute urgence avant de pouvoir continuer l'attaque du corps d'armée. Les rivières sont autant de zones de ralentissement ou de difficulté, puisque les traversées vous rendent particulièrement vulnérables. Pour ne rien arranger, le fait que les armées manœuvrent des dizaines de milliers d'hommes dans des espaces assez réduits crée des bouchons de manœuvre. Un ralentissement peut avoir des conséquences sur l'entièreté du corps, soit en isolant une partie qui irait trop vite, soit en empêchant des régiments d'avancer tant qu'une menace particulière n'a pas été maîtrisée. Bref, nous reviendrons là-dessus dans 2 épisodes. Il est temps pour nous de tourner notre regard vers la Belgique. On revient en arrière d'une vingtaine de jours. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.